Bonjour à tous, merci de nous recevoir. Voici votre journal de la mi-journée avec en première page les perturbations du trafic aérien. Accalmie relative avec la suspension de la grève des hôtesses et des stewards d'Air Inter, mais d'autres mouvements persistent. Jean-Dominique Frattoni, ancien PDG du Casino Roule, bientôt devant la justice française. Ce n'est pas impossible. Les autorités suisses l'ont interpellé et il est extradable. Ici, 13 années de prison l'attendent et 410 millions de francs d'amende. Fin du sommet franco-allemand de Paris. Nous verrons avec Georges Bortoli si Paris et Bonn ont pu se mettre d'accord sur le dossier agricole communautaire notamment. Et puis la Coupe du Monde de rugby, c'est mal parti pour l'Italie. 70-6 pour la Nouvelle-Zélande. Nous verrons quel est le moral des Bleus contre l'Écosse, match qui se déroulera ce soir ou plutôt demain matin à 5 h. Nous recevrons M. Jacques Toubon, secrétaire général du RPR, à la veille des assises nationales de ce mouvement. L'occasion pour nous de parler de la majorité, de sa cohésion, de ses projets, etc. Avec nous également Jean-Louis Barrault, le président de l'association professionnelle et artistique du théâtre pour la soirée des Molières. C'est sur Antenne 2, demain soir. La météo maintenant, Brigitte Simonetta a deux nouvelles. Je commence par la mauvaise. Pluie, neige et vent à l'est et au nord, et puis éclaircies à l'ouest et au sud, ça c'est la bonne. Et pour tout le monde, des températures qui ne sont pas de saison. Voilà pour le sommaire de cette édition. Et aujourd'hui, vendredi 22 mai, un jour de détention supplémentaire pour les otages français au Liban, les diplomates Marcel Fontaine et Marcel Carton, le journaliste Jean-Paul Kaufmann et notre confrère d'Antenne 2, Jean-Louis Normandin. Notre ami Jean-Paul Kaufmann entame aujourd'hui sa 3e année de détention au Liban, puisque c'est le 22 mai 1985 qu'il a été enlevé très précisément sur la route de l'aéroport de Beyrouth en compagnie de Michel Seurat. Leurs ravisseurs, membres de l'organisation du djihad islamique, ont annoncé depuis qu'ils avaient exécuté Michel Seurat sans que la preuve formelle en soit apportée. Et dès ce matin, dans plusieurs villes de France, Paris, Rennes, Lille, des rassemblements pour Jean-Paul Kaufmann et les otages au Liban, au moment où Jean-Bernard Raymond, le ministre des Affaires étrangères, déclare sur Radio Monte-Carlo que tous les fils sont maintenus avec les États intéressés et qu'il envisage d'autres contacts. Dominique Torres. Non, les journalistes n'oublieront pas leur confrère Jean-Paul Kaufmann, enlevé à Beyrouth il y a tout juste 2 ans, même si les otages ne font pas toujours la une. Pourtant, en France, aujourd'hui, les journalistes descendent dans la rue. Formule originale imaginée ici à Lyon avec ce gigantesque mot croisé mural, hommage à Jean-Paul. À Paris, une centaine de journalistes ont protesté devant le secrétariat des droits de l'homme. Une délégation a été reçue par Claude Maluret. Il faut dire que jamais l'espoir d'une libération prochaine n'a paru plus mince. Ce soir, les journalistes de Rennes organisent une marche silencieuse et l'école de journalisme de Lille vient de baptiser sa 61e promotion, Jean-Paul Kaufmann. Le mal de l'air, le trafic aérien toujours perturbé par la conjugaison de plusieurs mouvements de grève qui affectent les contrôleurs aériens, les pilotes d'Air Inter qui ont déposé un préavis pour mercredi et jeudi prochain. Mais en ce qui concerne les hôtesses et les stewards de cette même compagnie, leur mot d'ordre a été suspendu ce matin. En tout cas, les usagers d'Air Inter commentent diversement et il faut le dire plutôt mal toutes ces turbulences, comme nos reporters l'ont constaté à Orly, Geneviève Moll, Alain Doubeski. Si on fait le compte des différentes grèves qui vont perturber le trafic aérien intérieur à partir de demain, pour voyager sereinement, il sera préférable de bien calculer ses horaires. En effet, sont à éviter les départs le matin. Des retards d'1 heure en moyenne sur certains vols sont provoqués par la grève des aiguilleurs du ciel. Ils réclament toujours l'intégration de leurs primes dans leur salaire. Ce matin, une éclaircie dans le ciel de l'aviation civile. Le préavis de grève des hôtesses et stewards prévu pour dimanche et lundi a été levé. Ils souhaitent renégocier leurs conditions de travail et de rémunération. Un haut fonctionnaire de la direction de l'aviation civile a été nommé conciliateur. Sans ce personnel, les avions n'auraient pas pu décoller. Mercredi et jeudi, les pilotes et les officiers mécaniciens navigants refuseront de voler. Ils réclament la possibilité de piloter les Airbus A320 à 3 personnes au lieu de 2, comme le souhaite la direction, et comme cela se pratique dans toutes les autres compagnies. C'est la clientèle d'affaires qui est la plus touchée par les grèves. Dirigeants, commerciaux, ingénieurs réclament au pouvoir public des mesures d'urgence. L'aigreur parfois n'exclut pas l'humour. Entre les contrôleurs du ciel, les hôtesses, les commandants de bord, les mécaniciens, les pompiers, ça m'est arrivé une fois. Qu'est-ce que je sais pas, il n'y a que les dames pipi qui font jamais grève. Ironie du sort, ce matin était inauguré le nouvel aéroport de Nice en présence du ministre des Transports et du PDG d'Air Inter. Aéroport prévu bien sûr pour faire face à l'accroissement du trafic et pour mieux recevoir les passagers. La fête
ne devait pas être tout à fait complète. Jean-Dominique Frattoni, bientôt en France. Pourquoi pas? Il a été interpellé par la police suisse et il est extradable, comme on dit. L'ancien patron du casino Roule de Nice, recherché depuis 7 ans par la police française, a vécu en exil pendant cette même période en Suisse, à Lugano, où les autorités souhaitent l'interroger pour séjour et activités illégales sur le territoire helvétique. Et il faut dire aussi que Frattoni a la double nationalité, française et dominicaine. En France, il a été condamné par contumace à 13 ans de prison et à une amende de plus de 400 millions de francs pour banqueroute frauduleuse. Patrice Pelé. Novembre 78, Jean-Dominique Frattoni est inculpé d'infraction à la législation sur les sociétés. De plus, les impôts lui réclament des arriérés qui s'élèvent à 10 milliards de centimes. Frattoni fait alors sa valise, direction la Suisse. Pour Frattoni, Jean Do pour les intimes, c'est l'exil forcé. Ses adversaires sont légion et le présentent comme un parrain, uniquement chargé en France de blanchir l'argent de la mafia. La mafia qui l'aurait chargé de racheter tous les casinos de la Côte d'Azur. C'est peut-être pour cela qu'en 1974, il prend la direction du casino Roule. Les débuts sont prometteurs, mais un an plus tard, les caisses sont vides, il manque 12 millions de francs. Mais Frattoni n'en a jamais assez. Il décide d'acheter un autre casino, le Palais de la Méditerranée. Quelque temps plus tard, la propriétaire, Renée Leroux, accuse Frattoni d'avoir fait disparaître sa fille. Est-elle morte? Est-elle vivante? À l'heure actuelle, personne ne sait. La guerre fait rage, meurtres et règlements de compte se succèdent alors. Réfugié en Suisse, Frattoni croyait pouvoir échapper à la justice française. Mais hier matin, il a été interpellé. En vigueur depuis le 11 mai 86, la nouvelle Convention européenne en matière d'extradition permet de le ramener en France. Dans quelques jours, Frattoni pourrait revoir la Côte d'Azur, malgré lui. En Corse, la rafle effectuée dans les milieux nationalistes est un coup dur porté au ex-FNLC. Mais pour autant, cette organisation n'est pas décapitée. C'est en tout cas l'avis du préfet de police de Corse. Je vous rappelle que 15 personnes sont toujours gardées à vue et qu'elles ont été interpellées à Ajaccio, Gargèse et Sagone. Et plusieurs d'entre elles devraient être transférées à Paris à la section du parquet chargée des affaires de lutte contre le terrorisme. Voici le reportage à Sagone de notre envoyé spécial Henri Bodiguel. C'est à Ajaccio, dans un immeuble de ce quartier, à la fois paisible et résidentiel, qu'ont été découverts les explosifs et les armes présentées hier par les enquêteurs. Si personne ne conteste aujourd'hui l'intérêt de la prise, notamment du fait des documents qui ont été saisis, il ne faut pas en revanche accorder trop d'importance aux arrestations qui ont été effectuées. S'il y avait eu un ou plusieurs chefs du terrorisme corse parmi les personnes interpellées, on l'aurait su. C'est en tous les cas ce qu'on dit aujourd'hui du côté de Sagone, dans le secteur même où devaient agir les personnes arrêtées. Du reste, à Sagone, on se montre aujourd'hui plus désabusé qu'enthousiaste. Nous, ce qu'on demande, c'est notre tranquillité à nous. Tant qu'on ne nous cherche pas, on ne risque rien. Maintenant, bon. S'ils les ont arrêtés, je ne sais pas pourquoi. Sûrement qu'il y avait des raisons pour les arrêter. On demande qu'à être tranquille. C'est demain, au terme de la garde à vue, qu'on saura s'il y a des arrestations. Et du même coup, on connaîtra l'identité des personnes arrêtées. Ce coup d'arrêt porté au terrorisme dans la région d'Ajaccio ne résoudra pas le problème. Les enquêteurs ne se font d'ailleurs pas trop d'illusions. Il y aura d'autres attentats et ils l'espèrent en tout cas d'autres arrestations. Et c'est finalement la multiplication de ces opérations qui permettra un jour de rendre sa tranquillité à l'île. Michel Rocard, à la Maison-Blanche. Le député des Yvelines, membre important du Parti socialiste, possible candidat à la présidence de la République, a eu un entretien avec le président Reagan. Il est probable d'ailleurs que c'est au titre d'éventuel candidat que Michel Rocard a été ainsi reçu, bien que cela ne soit pas dit aussi clairement, mais c'est une tradition, de même que des candidats à la Maison-Blanche font un tour du monde et passent par Paris. Et Michel Rocard a quitté le président Reagan rassuré sur la façon dont il envisage un accord de désarmement avec l'Union soviétique, puisque le numéro 1 américain a insisté sur la nécessité de vérifier tout accord. Jacques Abouchard. Carnet de rendez-vous chargé pour M. Michel Rocard en visite à Washington. Il a rencontré le secrétaire d'État George Shultz,
s'est rendu au Pentagone pour un entretien avec le ministre de la Défense, Caspar Weinberger, a pris contact avec des membres du Congrès, notamment le républicain Jacques Kemp, coqueluche des conservateurs dans la course à la Maison-Blanche en 1988. Il a terminé par un bref tête-à-tête avec le président. Au total, de la part de Ronald Reagan, une réception qui semblait taillée sur mesure pour un candidat en puissance à la présidence française. Il n'y a pas de protocole de cette nature. Il a bien voulu accepter que je l'interroge sur les problèmes de négociation avec l'Est en ce moment, et c'était le but central de mon voyage, ce que l'ambassadeur des États-Unis à Paris lui avait dit avec détail. Mais naturellement, il ne l'aurait probablement pas fait sans cela. Vous avez parlé du désarmement? Nous avons parlé du désarmement et il a été dans des phrases très brèves mais très fermes. Net d'abord sur l'importance pour l'Union soviétique d'arriver. Il ne classe pas tout ça dans la propagande ou la publicité. Il croit à une sincérité qui nous oblige à négocier, mais avec prudence. Et sa deuxième affirmation forte, c'est qu'il ne veut pas signer un accord pour le plaisir d'avoir un accord. Il me l'a dit comme ça. Mais signer un bon accord, ou alors ne pas signer du tout si l'accord est invérifiable, incontrôlable ou déséquilibré. En un mot, comment a-t-il décrit les relations franco-américaines actuellement? Visiblement, il y a pris goût et plaisir. Et visiblement, dans la situation de négociation Est-Ouest où nous sommes aujourd'hui, la France n'est pas pour lui un problème, elle est plutôt un appui. Et cette information qui intéressera sans doute Michel Rocard, François Mitterrand a confié au journal américain le Washington Post qu'il n'avait pas à faire connaître sa décision d'être ou non candidat aux prochaines élections présidentielles avant le début de mars 1988. Vous avez sûrement vu dans vos villages et villes respectives de grandes affiches ainsi libellées 1988 pour 1992. C'est le RPR qui appelle au rassemblement et à la mobilisation des Français en vue de l'échéance de 1992, année de l'ouverture du marché unique européen. Ce sont les propos d'ailleurs du secrétaire général du mouvement gaulliste, M. Jacques Toubon. Le RPR tient ses assises nationales demain et après-demain à la porte de Versailles à Paris. L'occasion avec notre invité de faire un point rapide sur le mouvement, le moral des troupes, les discordances dans la majorité, les projets, etc. Mais avant tout, M. Toubon, une première question d'ordre général. Est-ce qu'un responsable politique, on va dire par exemple vous, doit se prononcer sur des grands sujets de société qui font l'actualité? Je vous en cite quelques-uns en vrac, la drogue, le code de nationalité, l'alcool au volant, le sida, etc. Tout à fait. Je crois même que, à mon avis, l'essence de la politique, si on veut bien qu'elle ne soit pas seulement du cynisme et simplement la course aux places, monter au cocotier pour décrocher les places, si on veut bien que la politique soit vraiment ce qu'elle doit être, c'est-à-dire la gestion de la cité et de tous ses problèmes, collectifs ou individuels, je crois qu'il faut justement s'intéresser à ça. Je prends un seul exemple de ça. Je suis, je crois, le premier homme politique à avoir évoqué publiquement, dans un colloque constitutionnel et puis ensuite dans une interview dans un journal, sur les droits de l'homme, les problèmes que peuvent poser le sida. Parce que je crois qu'il est tout à fait important que les politiques, c'est-à-dire ceux qui gèrent les intérêts collectifs, se prononcent sur des sujets de ce genre, avec simplement une réserve. C'est qu'il faut bien comprendre que ces questions, vous parliez de la drogue par exemple, sont toujours au bout du compte des questions individuelles. Et qu'il y a un moment où la politique ne peut plus résoudre les problèmes, parce que ça devient un problème d'hommes, de femmes, d'individus. Mais et puis, il y a des questions philosophiques qui se posent. On a le droit d'avoir notre opinion. Je dirais même que c'est ça la politique. Le vrai débat, en tout cas, c'est ça. Oui, mais un membre d'un gouvernement, quand il le fait, quand il donne son avis, j'allais dire son sentiment, je crois que c'est surtout ça. J'ai cru comprendre qu'on lui demandait de mettre un bémol, comme on dit. Je vais vous dire deux choses là-dessus, puisque vous parlez de Michel Noir, je suppose. Tout à fait. Bon, je vais vous dire deux choses. La première, c'est que quand il s'exprime sur les idées ou les attitudes du Front National, il est tout à fait clair que ces idées et ces attitudes ne sont pas les nôtres. Et que moi, je partage tout à fait le sentiment que sur nos principes de liberté, de fraternité, d'union, de rejet de toute exclusion, nous devons être tout à fait intransigeants, aucun problème. Bon, cela étant, et on revient tout à fait à votre première question, je ne crois pas que c'est un vrai problème, c'est un vrai débat. Le vrai débat aujourd'hui, c'est de savoir si face aux questions qui assaillent les Français, l'insécurité, le chômage, le terrorisme, l'immigration, etc., est-ce qu'on a des solutions réalistes? Est-ce qu'on peut les mettre en œuvre? Ou est-ce qu'au contraire, on ne propose que de la démagogie et de l'utopie? Et que les Français choisissent un peu. Ça, c'est un vrai débat. J'ajoute aussi, Michel Noir étaient quand même des questions. Je vous dirai quelque chose. Mais on peut s'y poser. Et j'ai répondu
sur les idées, sur les attitudes, j'ai Lui répondu. aussi peut se les poser. Oui, encore que le général de Gaulle disait, c'est dans ses mémoires, je crois, le dernier tome de ses mémoires, quelque chose du genre, quand il y va un ministre, quand il y va du salut de l'État, n'a pas à faire de sentiments. Monsieur Toubon, 34% de vos adhérents au RPR considèrent que la majorité c'est le RPR, l'UDF et le Front National. Alors est-ce que vous ne risquez pas de les perdre en dénonçant les thèses du Front National ou de les Est-ce que je peux vous permettre de vous dire que dans le même sondage, 2 tiers de nos adhérents considèrent que nous avons ce qui est notre objectif, à aller avec nos partenaires de la majorité, c'est-à-dire l'UDF, ensemble à la bataille et seulement ensemble. Et vous savez, moi, mon objectif, c'est une union plus grande pour une plus grande efficacité. Depuis quelque temps, on voit dans des élections partielles une certaine désunion des électeurs de la majorité qui nous font perdre les élections. On a 10 mois pour faire en sorte qu'il n'en soit plus ainsi. Est-ce que la majorité en ce moment n'est pas... La majorité est majoritaire, oui, mais et il faut qu'elle le reste. Est-ce qu'elle n'est pas dans une certaine mesure malade de la décision? Dès qu'il y a un problème, on crée une commission pour la sécurité sociale, une commission pour le code de la nationalité, peut-être une commission pour la majorité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a peur de gouverner? Et quand on ne crée pas de commission, quand on ne fait pas de concertation, on explique qu'on fait des réformes sans concertation et brutalement. Non, mais je crois qu'il faut simplement... pas synonyme de concertation. Ah, mais pas du tout. Au contraire. Quand le gouvernement, par exemple, je pense sur le code de la nationalité, crée une commission, ou va créer maintenant une commission, c'est dans le but de concertation, c'est pas du tout dans le but d'enterrer le problème. Lorsque le gouvernement lance les états généraux de la sécurité sociale, c'est parce qu'aujourd'hui, il faut faire prendre conscience aux Français des enjeux. Si on ne fait pas un effort pour réduire les dépenses, pour améliorer la gestion de la sécurité sociale, si on ne le fait pas, la montagne a accouché d'une souris. Les sages qui proposent aux Français de payer pour combler un trou, bon, c'est une idée que tout le monde aurait pu avoir. Distinguons 2 choses. Il y a une mesure d'urgence pour éviter que la Sécu ne soit en déficit à la fin de l'année. Et ensuite, il y a des réformes profondes dont vont parler les États généraux. On est donc exactement dans ce qui était prévu. Et moi, je crois que c'est de ça que nous allons parler à nos assises, c'est-à-dire des vrais problèmes. Et j'espère que nous proposerons quelques vraies solutions, en tout cas à tous les Français. Vrais problèmes, vraies solutions. Je termine maintenant parce que nous n'avons plus le temps, mais vous lirez la première page du Monde ce soir. Madame Veil parle d'un vrai centre. Alors, je ne sais pas si cela vous intéresse, si vous êtes pour, et si oui, avec Madame Veil. Méfions-nous. Dans la géométrie, le centre, c'est un point. Moi, je préfère une large circonférence et un large rassemblement. Merci. Fin du 49e sommet franco-allemand. Il s'agit, vous le savez, de rencontres biannuelles. Outre la défense et les problèmes liés au démantèlement des euromissiles, il a beaucoup été question de la réforme de la politique agricole commune et du financement du budget de la communauté européenne. Et là-dessus, Paris et Bonn n'ont pas toujours été sur la même longueur d'onde. En effet, ce matin même, le ministre français de l'Agriculture, François Guillaume, a été très ferme sur Europe numéro 1. Les Allemands céderont, a-t-il dit. Nous retrouvons à l'Élysée Georges Bortoli qui vient d'assister à la conférence de presse conjointe François Mitterrand-Helmut Kohl. 2 chapitres essentiels ont dominé ce sommet. Le premier était celui de l'agriculture où les intérêts français et les intérêts allemands paraissaient assez contradictoires, les Français reprochant aux Allemands d'avoir de l'agriculture une conception trop frileuse ou trop protectionniste. Le deuxième grand chapitre était celui du désarmement, le gouvernement allemand devant faire connaître sa position sur les propositions de M. Gorbatchev très prochainement. Prochain épisode maintenant, ce sera le 4 juin, c'est-à-dire la date où les Allemands formuleront leur réponse aux propositions de M. Gorbatchev, ce qui précédera une autre formulation, celle de la réponse globale des Occidentaux prévue pour le 12 juin. Dans un cas comme dans l'autre, la concertation franco-allemande va jouer évidemment un grand rôle, d'où l'importance des efforts faits ici pour harmoniser les positions des 2 pays. Harmonisation elle-même conçue à partir d'une vérité d'évidence, c'est que ce sont les Allemands, pas les Français, qui ont des missiles américains sur leur sol. Donc Paris respectera sur cette question des euromissiles la décision allemande, quelle qu'elle soit. Sport, le mondial de rugby. Je ne sais pas comment on dit une raclée en italien. Peut-être qu'on dit une bella legnata, vous qui parlez couramment. En tout cas, c'est le mot qui convient. Après le score sans appel de 70-6 infligé par les Néo-Zélandais aux Italiens précisément. Et c'est un record en match international. Et même si nous aimons beaucoup les Italiens qui écoutent ce journal régulièrement, Antenne 2 est captée en Italie, nous sommes bien obligés de dire que les All Blacks étaient bien supérieurs. Dominique Leglou.
Savez-vous ce qui sépare ces Néo-Zélandais, les All Blacks, de leurs confrères italiens? Eh bien, ça saute aux yeux. Une différence de forme, oui, mais surtout de fond. Et 64 points. 64 points qui concrétisent en fait une trop grande différence collective et individuelle. Collective, regardez. De la touche à la mêlée ouverte, rien ne résiste aux Blacks. Ils marchent littéralement sur les Italiens et offrent un spectacle de qualité, création, made in Nouvelle-Zélande. Individuellement, c'est la même chose. Kirwan joue-t-il à chat ou est-il le Superman rugby? Personne ne peut l'attraper ni le rattraper sur cet essai de 80 mètres fabuleux. Il faudrait un journal complet pour tout vous montrer et vous raconter. Alors, nous avons choisi d'aller encore plus vite que les Néo-Zélandais, afin que vous ne perdiez pas une seule portée de ce concerto. Voilà donc les 12 essais du 76 néo-zélandais. Quelle ouverture pour cette première Coupe du Monde et pour un franc 38, pardon, 1 minute 38, que d'émotion. Voilà, c'était un sujet de Dominique Leglou avec en prime la version italienne du Charleston. Ça va très très vite. Alors, comment vont les Bleus maintenant avant leur match difficile contre l'Écosse? On va avoir de leurs nouvelles. Que nous pourrons suivre demain ou cette nuit sur Antenne 2 en direct à 5h. C'est tôt. Eh bien, il paraît que ça va plutôt bien et c'est important car c'est un résultat déjà capital pour la suite de la compétition puisque le vainqueur aura une route très dégagée pour les demi-finales. Jean Mamère et Dominique Leglou. Christchurch, nom typiquement britannique pour ville typiquement néo-zélandaise. 800 000 habitants pour plus de 50 km² de superficie, largement la place d'étaler mollement sa verdure et ses golfs. C'est dans ce havre de paix que l'équipe de France a élu domicile pour disputer son premier match de Coupe du Monde, et c'est par mimétisme sans doute qu'elle a adopté un rythme de vie apparemment tranquille. Journée partagée entre la visite en ville et les parcours de golf, comme si le Grand Chelem de 87 avait donné une nouvelle confiance, à moins qu'il ne s'agisse d'une grande connaissance des lieux. Entre Christchurch et l'équipe de France, c'est une vieille histoire, il est vrai, surtout avec son stade. Oui, mais voilà, ce gazon n'a jamais vraiment réussi aux Français. Ils ont essuyé 3 défaites consécutives et n'ont jamais remporté de victoire dans le temple de Lancaster Park de Christchurch, 45 000 places. Mais fille des superstitions, vous diront certains, et autant n'emporte le vent. C'est sans doute pour cela que, pour ne pas faire mentir l'adage, Jacques Fourreau a décidé de mettre les bouchées doubles. Entraînement particulièrement poussé avec opposition de joueurs locaux particulièrement coriaces. Résultat, quelques chocs brutaux qui ont bien failli faire disparaître Jean-Luc Joannel, blessé à une cuisse, mais heureusement sans gravité. Franck Menel, un grand coup de poing à vous démonter la mâchoire, ou Lorieux, couché, rein brisé ou pas loin. Le jeu a tout de même causé des dégâts. Estève remplace Bonneval, victime de marque de ce mauvais traitement. Patrice Lagisquet, en revanche, ne doit sa place qu'à lui-même. Après 3 ans d'absence pour blessure à répétition, il revient avec sa valise en équipe de France. Christchurch, il ne connaît pas. Un atout pour Jacques Fourroux afin de vaincre le signe indien. Donc il a perdu 3 fois au moins. Le signe indien est vaincu et c'est vrai que nous avons perdu contre les Néo-Zélandais. Comme là, on rencontre les Écossais, qui ne seront pas des adversaires faciles, c'est vrai, mais qui, comme nous, sont engagés dans une épreuve par étapes. Il vaudrait mieux gagner ce premier match pour effectivement rencontrer les adversaires que nous souhaitons retrouver en quart de finale, à savoir les Argentins, plutôt que les Néo-Zélandais. À moins qu'un nouvel élément ne vienne encore noyer tous les espoirs français, le déluge qui s'abat depuis 3 jours sur la ville. Ah, quelle histoire! La bourse maintenant avec Jean-Claude Renaud. Jean-Claude, est-ce qu'on peut dire que la bourse est hésitante aujourd'hui? Eh oui, William, la bourse de Paris hésite. À la séance du matin, elle était relativement optimiste avec plus 0,65%, mais actuellement,
L'indicateur de tendance pour la séance de la mi-journée oscille autour du 0, un peu plus, un peu moins. Il est clair que le marché reste prudent, même s'il semble avoir digéré les mauvaises nouvelles. Il reste que le contexte monétaire, nous allons le voir avec le dollar, reste incertain. J'ai choisi quant à moi de vous donner quelques hausses parmi les plus importantes, et notamment Casino, plus 5,5, Poliette, plus 5,2, Raffinage, plus 4,2, les avions d'assaut, plus 3%, et la Redoute, plus 2,9%. Du côté des devises, donc, le dollar s'effrite à 5 francs 94. Le billet vert reste fragile, peu avant la publication, tout à l'heure à Washington, d'indicateurs économiques qu'on annonce défavorables. Et puis, une grande banque japonaise, la Mitsui Bank, vient de prédire une nouvelle baisse du dollar. La livre sterling vaut 9 francs 98,50, le Deutsche Mark 3 francs 34,55. Le marché de l'or, lui, est irrégulier, avec une hausse du lingot de 1 kg à 90 000 francs et une baisse de 1 franc du Napoléon à 526 francs. À la Bourse de Paris, une journée d'hésitation. Merci Jean-Claude. L'actualité sociale toujours, Patricia. La CGT organise aujourd'hui plusieurs rassemblements, notamment en fin d'après-midi à la Tour Eiffel, pour la jeunesse et pour l'emploi. Et dès ce matin, plusieurs manifestations à Paris et en fin de matinée à la Bourse, donc pour l'emploi et pour les jeunes. Sécurité sociale, comment boucher le fameux trou financier? Le gouvernement fera connaître ses mesures d'urgence mardi ou mercredi prochain et l'idée de faire contribuer tout le monde fait son chemin. Écoutez René Telade, le président de la Fédération de la Mutualité française, c'était à Télématin ce matin. Nous souhaitons que tous les revenus y participent, soyons clairs. Et pas uniquement les revenus du travail, c'est-à-dire les revenus du capital, du patrimoine immobilier, et aussi que l'on épargne quand même les catégories les plus modestes, c'est-à-dire ceux qui souffrent le plus de la crise. Donc élargissement de l'assiette à tous les revenus, y compris ceux du capital, en épargnant les catégories les plus modestes. Voilà quelle est notre position. En face de M. Telade, Paul Naon. M. Telade veut réunir demain plusieurs dizaines de milliers de personnes à l'hippodrome de Vincennes sur le thème de la défense de la sécurité sociale. Vous allez connaître maintenant, et nous reparlons de sport, le tableau final des internationaux de tennis de Roland-Garros. Sur place, notre meilleur joueur, Daniel Casal, qui va nous dire si la chance, car il s'agit d'un tirage au sort, a plus ou moins favorisé nos joueurs. Daniel ? Première constatation qu'on peut faire après le tirage de la 91e édition du tournoi masculin, eh bien c'est que Yannick Noah et Henri Lecomte devraient parvenir sans problème en 8e de finale. C'est tout de même assez prévisible. Alors Yannick Noah en 8e de finale devrait retrouver le Suédois Kent Carlson. Quant à Henri Lecomte en 8e de finale, lui devrait être opposé à l'Américain Jimmy Connors. Alors je vous donne les autres 8e de finale prévisibles à condition que la hiérarchie soit respectée. L'un tenant du titre devrait rencontrer Crick ou Nyström, car l'Américain Crick et le Suédois Nyström seront aux prises dès le premier tour. Ça promet d'être un match tout à fait explosif. Ensuite, Andrés Gomez devrait être opposé à John McEnroe. Puis le Suédois Edberg à l'Argentin Raite, le Tchécoslovaque Messire à l'Australien Pat Cash. Je vous ai dit Noah Carlson. Un duel suédois entre Mats Wilander et Michael Pernfors. Michael Pernfors qui au premier tour devrait être opposé à Tariq Ben Abilès. À signaler que Pernfors est actuellement blessé. Mercredi, il s'est fait une entorse à une cheville. Il est soigné en Suède et il ne devrait pas tarder à revenir pour jouer le tournoi. Connors ensuite contre Henri Lecomte et enfin Becker, l'Allemand, contre l'Américain Brad Gilbert. À signaler encore comme premier tour assez explosif, l'Espagnol Emilio Sanchez contre le Yougoslave Slobodan Živojinovic, McEnroe contre l'Argentin De La Peña, un spécialiste de la terre battue, et puis alors un duel entre gauchers, puisque Jérôme Potier sera opposé au vétéran du tournoi Guillermo Vilas. Chez les dames, eh bien chez les dames, je vous donne tout de suite les demi-finales prévisibles, à condition bien entendu que la hiérarchie soit respectée. Chris Evert Lloyd a été placé dans la première partie du tableau, c'est-à-dire dans la partie de Martina Navratilova, tête de série numéro 1. Elle devrait se retrouver en principe en demi-finale toutes les deux. Quant à Steffi Graf, qui est la grande favorite du tournoi et qui est tête de série numéro 2, en demi-finale, elle devrait rencontrer Anna Mandlikova. À signaler le manque de chance de Catherine Tanvier, qui dès le premier tour sera opposée à Martina Navratilova. Cependant, il devrait y avoir quelques Françaises présentes au deuxième tour, puisqu'il y aura 3 duels franco-français, si je peux dire. Sybille Niox-Château sera opposée à Emmanuel Derly.
Catherine Suire à Pascal Etchemandi, Alexia de Chaume à Lydie Vanille. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le tirage aujourd'hui à Roland-Garros. Revenons à l'Italie à propos de Ferrari. Nous allons parler de belles italiennes à la Fondation Cartier. Et puis elles sont rouges, comme vous les aimez, William, je veux dire, bien sûr, les voitures. Le reportage de Claude Crespo. Êtes-vous féru en Ferrari? Ces bolides vous ferent-ils? Si oui, vous faites partie des 33 000 ferraristes que compte cette confrérie dans le monde. Si ce n'est pas le cas, voici quelques tuyaux qui vous permettront de briller en société. Petit 1, la signature. Cavallino rampante, le sigle, cheval cabré sur fond jaune. Petit 2, la teinte. Rouge vermillon ou écarlate, mais en tout cas une formule jalousement gardée. Petit 3, le prix. Entre 400 000 et 900 000 francs. La Fondation Cartier pour l'art contemporain, comme son nom l'indique, a voulu rendre hommage à un des plus grands créateurs de notre siècle, un des plus grands créateurs de notre époque. Industrie et création se marient bien, et je crois que c'est une exposition qui est vraiment faite pour le public, le grand public. Et dans ce grand public, il y a aussi les collectionneurs. Je suis passionné de voitures parfaites, en esthétique, en mécanique et en réussite. Et pour qu'une voiture de course soit parfaite, il faut qu'elle ait gagné. Or, les Ferrari ont gagné depuis plus longtemps que toutes les autres voitures. Et ensuite, ce sont vraiment les plus belles et les plus extraordinaires. J'ai beaucoup de passion pour les Ferrari. Post-scriptum, pour les gains petits et néanmoins admirateurs, ils auront toujours la possibilité de louer à la journée une belle italienne. Coût de cette phrase, 5 500 francs. Nous allons maintenant parler de la nuit des Molières, la première nuit des Molières. Vous savez que c'est sur Antenne 2, samedi soir, 20h30, présidé par François Perrier, animé par Michel Drucker et avec des comédiens. Et nous recevons maintenant Jean-Louis Barrault, qui est le président de l'association professionnelle et artistique du théâtre. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de rappeler très rapidement, car c'est vous qui venez de nous le dire, le mot de Sacha Guitry à propos de... Ah oui, quand on demandait à Sacha Guitry, alors quoi de neuf? Et Sacha Guitry répondait, quoi de neuf? Molière. Effectivement. Alors, autre question, et celle-ci est tout à fait personnelle. Ces derniers temps, nous avons été alertés parce qu'on nous a dit que vous aviez eu un malaise. Comment allez-vous? Ah ben, ça va très bien, ne me parlez pas de ça. Ça, c'est fini, ça. Oui, on n'en parle plus. Ça, 48 heures, c'est fini. Dites-moi, est-ce que ça a été facile, donc, de convaincre des directeurs de salles de ne pas jouer le samedi, qui est le soir de la meilleure recette, on peut dire? Écoutez, cette soirée des Molières est une invention et une création de Georges Craven. Et je crois que Georges Craven a eu une excellente idée d'attirer l'attention sur les gens de théâtre. On fait des Oscars pour le cinéma, pour toutes sortes de choses, mais on n'en faisait jamais pour le théâtre. Et le théâtre est un peu parent pauvre. Alors, Craven a eu l'idée de faire une soirée consacrée aux gens de théâtre, et ça fait la soirée des Molières. Et bien entendu, il m'a demandé dans l'association d'être président. Enfin, ça, vous savez, je m'inspirerais du président de la République, M. Mitterrand, je sourirais. Bon, dites-moi, mais ça sert à quoi ce genre de manifestation? Est-ce que ça va vous permettre de promouvoir le théâtre en général, hein, pas simplement le théâtre-ci ou le théâtre-là, de donner un petit coup de projecteur? Est-ce qu'à terme, ça fera venir un peu plus de spectateurs? C'est ce que vous souhaitez? Oui, c'est à souhaiter, parce que ça doit en donner envie d'aller au théâtre. Voilà. Et c'est une excellente idée. C'est pas juste pour se faire plaisir entre gens de théâtre? Non, pas du tout, non. Non, c'est attirer l'attention sur la vie théâtrale. Or, la vie théâtrale est une chose extrêmement importante, parce que il n'y a qu'au théâtre que cet art est représenté. D'accord. Parce que les êtres humains sont doubles. Ils ont la faculté exceptionnelle de vivre et en même temps de se voir vivre. Alors ils sont sur scène en vivant et dans la salle en se voyant vivre. Alors avant que Patricia vous pose quelques questions, je vous propose de regarder un sujet de notre ami Darigo, précisément sur les metteurs en scène cette fois, et vous allez retrouver de très belles mises en scène. Regardez. Mise en scène de théâtre ou bien de cinéma, le jury des Molières aura certainement à se poser cette question, tant il est vrai que les spectacles qu'il a sélectionnés pour couronner les meilleurs metteurs en scène se caractérisent pour la plupart par des décors, des costumes et des moyens d'expression tout à fait extraordinaires. Ainsi Keane, que l'on voit ici, mise en scène Robert Hossein. Même luxuriance, même truculence avec Cabaret de Jérôme Savary. Là, l'intrusion du music-hall est évidente.
Georges Lavelli, ayant à traiter un texte de Shakespeare, on aurait pu penser que son propos aurait du mal à intégrer dans les somptuosités verbales du grand William la rythmique ensorceleuse du tango argentin. Eh bien, il l'a fait et son Songe d'une nuit d'été a sans doute renouvelé l'idée que beaucoup se font des mises en scène de la comédie française. Nous irons au plus beau lit nuptial et nous le bénirons. Il n'y a personne, gros malin. Suis-je bête, hein? C'est une question. Tenez, Einstein. Oh, quoi, bon, on peut éternuer, non? Oui, enfin, c'est inutile de faire savoir à tout l'hôtel que vous êtes enrhumé. Allez me chercher mes pilules. Ah oui, les pilules. Et n'oubliez pas la robe de chambre. Ah oui, c'est ça, là, ça fait pilule, robe de chambre. Robe de chambre, pilule. Attendez, non. Ne restez pas là pendant que j'ouvre la porte, parce que là, vous êtes en plein courant d'air, là. C'était un extrait de C'est encore mieux l'après-midi, orchestré par Pierre Mondy. Quand on saura que Sophie Loukachevski et Jean-Pierre Vincent sont également en compétition, on comprendra la perplexité du jury demain. Voilà, Patricia. Oui, Monsieur Barrault, est-ce que vous pensez ou est-ce que vous espérez que la concurrence entre les chaînes de télévision publiques et privées fera qu'il y aura plus de théâtre à la télévision, quelles que soient les chaînes? Je ne sais pas. Vous croyez? Est-ce que vous avez reçu des assurances des différents responsables des chaînes de télévision ou pas du tout? Nous sommes en communication constante avec les chaînes de télévision et avec d'excellents rapports. Mais au contraire, la télévision nous aide beaucoup au théâtre. Monsieur Barrault, l'absence de Belmondo dans les nommés, ça vous fait comment? Chaud, froid ou... Il n'est pas nommé? Non, il y a King, il y a le Pless pour la mise en scène, mais pas lui en tant que comédien. Ah oui? Tiens, c'est curieux. C'est une absence, non? C'est une... Oh oui, sûrement. Ça arrive pour les Oscars, sûrement. Ça arrive pour les Césars. Sûrement. Je vais vous raconter une petite histoire. Ah oui. Un jour, on me disait, pour justifier le manque d'intérêt qu'on portait au théâtre, quelqu'un me disait, quelqu'un de très bien, très haut placé, me disait, qu'est-ce que vous voulez au théâtre? Vous touchez quoi? 300 000 personnes par an. Tandis qu'à la télévision, vous touchez 10 millions de personnes par jour. Au moins, oui. Alors, j'ai répondu, bah oui, 300 000 sorciers de la forêt pèsent peut-être plus lourd que 10 millions d'abonnés au gaz. Bien. Eh bien alors, l'abonné au gaz dit aux sorciers de la forêt, merci de votre visite. Et je rappelle que c'est sur Antenne 2, demain soir, à partir de 20h30, la première nuit des Molières. Merci, monsieur, de votre visite. Nous allons maintenant parler de la météo avec Brigitte Simonetta. Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est gris-bleu aujourd'hui. Ah oui, on peut se demander d'ailleurs quel sorcier agite l'atmosphère. Oui, c'est du mauvais temps parce que nous sommes dans ce que l'on appelle un retour d'Est. Alors c'est un système autonome qui tourne sur lui-même et puis qui ne quitte pas notre pays et qui touche toujours les mêmes régions. Regardons la carte pour cet après-midi. Du mauvais temps à l'Est et au Nord. À l'Est, c'est vrai, avec des nuages, de la pluie, de la neige, des 500 mètres, on n'en sort pas. Et qui gagne ce mauvais temps le Nord-Pas-de-Calais et puis qui petit à petit redescend vers le bassin parisien, le Massif central et la Normandie en recouvrant les petites éclaircies et en donnant de temps à autre des averses. En revanche, persistance d'éclaircies sur la façade atlantique, persistance aussi du beau temps sur le littoral méditerranéen. C'est toujours ça de gagner. Et puis pour demain, alors pour demain, cela ne s'améliore pas vraiment puisque ce mauvais temps, on va le retrouver encore sur la moitié nord avec une couverture nuageuse importante et qui réservera encore des petites pluies. Ce sera peut-être un peu moins mauvais qu'aujourd'hui. Sur la moitié sud, toujours du beau temps, sauf sur les Pyrénées où les nuages s'accrochent et donneront de la pluie. Les températures, elles sont basses, elles sont encore en baisse par rapport à celles d'hier, de 9 à 16 degrés sur la moitié nord et sur la moitié sud, de 12 à 21 degrés. Comme je vois que on aperçoit mal l'île, je voudrais vous signaler qu'il y aura 11 degrés cet après-midi. Voilà pour le temps, eh bien, il faut être patient, attendre. Merci Brigitte. Nous approchons de 2h moins 20. C'est l'heure de nous quitter. Patricia Charnelet et moi-même, on vous retrouve lundi, s'il vous plaît. Merci de nous avoir reçus. Au revoir, bon après-midi.